Parmi tous les stéréotypes véhiculés sur les juifs, on leur prête généralement des métiers comme banquier, diamantaire, couturier, boutiquier. Mais saviez-vous qu'ils ont marqué l'histoire de la piraterie? Eh oui, en fait, ils n'avaient qu'un seul objectif, pourrir la vie à l'Espagne. Une obsession qui aura des répercussions dans l'histoire. Nous allons voir ça à travers 3 figures de légende qui ont non seulement impacté leur génération, mais aussi les suivantes. Les rois très catholiques d'Espagne, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, donnent le choix à leurs sujets juifs. La conversion, l'exil ou la mort. Ils ont jusqu'au 3 août 1492 pour plier bagages ou se convertir. Petite anecdote utile pour la suite, il se raconte que Christophe Colomb aurait volontairement retardé son départ pour pouvoir prendre à son bord, en secret, des Juifs. La colonie juive de Jamaïque serait aussi en partie issue de ces fuites. Alors soit parce qu'il aurait des origines juives, soit, et c'est plus probable, parce que non seulement des Juifs avaient financé le voyage, mais aussi parce qu'il a grandi et appris auprès d'eux. Cartographes, mathématiciens, navigateurs, astronomes, ils sont à l'époque essentiellement juifs. On est loin du boucher cachère. Les exilés l'ont mauvaise et ça se comprend. Ajoutez à cela la mauvaise foi de l'Espagne qui ne respecte pas sa parole et lâche l'inquisition sur les nouveaux convertis. Bon, il y a de quoi avoir la haine. C'est le début d'un long combat où tous les coups sont permis, comme s'allier à des musulmans et des protestants. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis, la loi du talion, voilà, tout ça. Sous Soliman le Magnifique, de nombreux réfugiés séfarades se joignent aux morts pour piller les côtes espagnoles et italiennes. Parmi eux, Sinan de Smyrne, alias Sinan Pacha, ottoman d'origine espagnole, capitaine favori de Khizr Khay ad-Din, alias Barberousse. Ah, ce n'est pas le cas de Charles Quint qui, lui, le considère plutôt comme son ennemi juré. Ce qui est sûr, c'est que les deux hommes ne vont vraiment pas se louper. Oui, parce que c'est quand même culotté d'attaquer simultanément la flotte espagnole et celle du Saint-Empire romain germanique. Sinan le Juif, comme on l'appelle également, pousse le bouchon encore plus loin quand il détruit une grande partie de la flotte de Charles Quint à la bataille de Preveza au nord-ouest de la Grèce. L'empereur ne sait vraiment plus à quel saint se vouer jusqu'au jour où Hosanna, la vie lui offre un cadeau, le fils de Sinan. Ah, c'est du pain béni pour Charles Quint, parce que non seulement c'est la chair de son ennemi, mais le petit est aussi le neveu de Barberousse. Alors, il le fait baptiser et le confie au seigneur d'Elbe. Et chaque fois que tonton Barberousse vient négocier pour racheter son neveu, eh bien, l'empereur lui répond que la conscience religieuse du seigneur d'Elbe lui interdit de livrer un chrétien baptisé à un infidèle. Oui, c'est de la foutaise et Charles Quint en savoure chaque moment. Sinan, lui, n'a pas fait dans la dentelle. Il pille, saccage la ville de Piombino avant d'incendier la forteresse. Ah, je peux vous garantir que le seigneur d'Elbe, il a oublié toute conscience religieuse et ne s'est pas fait prier pour rendre le petit. Sinan est un influenceur très populaire. Par exemple, il perd un œil au combat, met un bandeau noir et ça devient l'accessoire iconique de toute la piraterie. Il travaille aussi beaucoup son image et souvent en opposition avec son ennemi Charles Quint. Par exemple, Charles Quint massacre les habitants musulmans et juifs de Tunis. Lui libère les chevaliers de l'ordre de Malte qu'il a d'abord capturés, puis fait défiler, fer aux pieds, à Constantinople. Il se réole aussi d'un voile de mystère. Ces hommes disent qu'il est magicien parce qu'il dirige le bateau avec un arc levé au ciel. Oh, ils avaient surtout un peu trop vu Harry Potter. En fait, Sinan utilisait un bâton de Jacob, c'est l'ancêtre du sextant. Vous vous rappelez, au début de la vidéo, je vous ai dit que chaque pirate a influencé sa génération et les suivantes. Et bien voilà, Sinan Pacha a créé de véritables vocations, dont celle du fameux Samuel Palache. D'origine andalouse, installé avec sa famille dans le ghetto juif de Fès, Samuel Palache est fils de rabbin. Son destin est tout tracé, école juive, polyglotte, tu seras rabbin mon fils. Sauf que le jeune Samuel, lui, il rêve d'aventure, de liberté. Alors, c'est un grand fan de Sinan de Smyrne, il sait tout sur son idole, et comme lui, il décide de rejoindre la flibusterie en emmenant avec lui son frère Joseph.
Prendre les vaisseaux espagnols, c'est évidemment son passe-temps favori, et en homme d'affaires avisé, il sait qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Un peu de commerce et de diplomatie pour arrondir les fins de mois, c'est toujours ça de prix. L'obsession de Palach, c'est tout faire pour que son peuple soit enfin à l'aise. Et c'est ainsi qu'il arrive aux Pays-Bas en 1591, où la ville de Middelbourg lui offre un permis de résidence. Malheureusement, les pasteurs s'y opposent. Sauf que l'univers, lui, ne s'arrête jamais à un échec et lui offre une nouvelle occasion de s'installer. Il se trouve que le sultan marocain Zeidan El Nasir reçoit une délégation néerlandaise qui ne lui propose pas moins qu'une alliance contre l'Espagne. Devinez qui il envoie officiellement comme agent pour conclure les négociations? Samuel Palach. Il fait une pierre deux coups. Le 24 décembre 1610, l'un des premiers traités entre une nation musulmane et une nation chrétienne est signé et en même temps, il crée la première colonie juive des Pays-Bas. Restez connectés parce que nous verrons tout à l'heure que ceci aura une influence jusque dans les Caraïbes. Samuel Palach a un gros problème. Il est amoureux, mais pas de la bonne personne. Alors, à la différence de Sinan de Smyrne, son idole, lui, il aime l'Espagne, qu'il a pourtant rejeté, et le voici agent double. Il transmet à l'Espagne des informations classifiées sur les relations maroco-néerlandaises, tout en donnant quelques informations espagnoles au camp qui lui a accordé toute sa confiance. Alors, il faut bien comprendre une chose, Samuel Palach a ses préférences, mais il travaille avant tout pour les intérêts du peuple juif, avec plus ou moins de jugeote, puisqu'effectivement, un matin, ça va sentir le purin. Le sultan apprend tout. Très déçu, il informe le prince Maurice de Nassau des Pays-Bas de la trahison de celui qui avait toute leur confiance. Samuel Palach tombe en disgrâce. Heureusement, le sultan lui permet de continuer à vendre des marchandises sur les côtes marocaines et le prince Maurice l'autorise à jouer les corsaires. À 72 ans passés, il continue à monter à l'abordage, mais en 1614, les choses se gâtent vraiment. Une tempête l'oblige à accoster en Angleterre, où l'ambassadeur espagnol se fait une joie de le dénoncer pour piraterie et exige qu'il soit pendu. Le prince Maurice intervient pour qu'il reste en liberté surveillée le temps du procès. Procès où Samuel Palach décide d'assurer seul sa défense. Il ne manque pas de verve, il gagne et il rentre à Amsterdam en héros où il mourra de cause naturelle un an plus tard. Pauvre, mais libre. Quand Samuel Palach a créé la première colonie juive aux Pays-Bas, il était loin de se douter que non seulement il allait apporter du sang neuf à la marine néerlandaise, mais que cela allait impacter même l'histoire des Caraïbes. Moses Cohen Enriquez vient d'une famille qui a été convertie de force au christianisme en Espagne. Arrivée à Amsterdam, elle revient à sa religion d'origine et s'intègre parfaitement dans le tissu social. La preuve, Enriquez rejoint la marine néerlandaise et gravit les échelons pour devenir le bras droit du célèbre amiral Piet Hein. Quand il était mousse, Piet Hein a été capturé par les Espagnols et a fait 4 ans de galère. Alors, si quelqu'un est prêt à leur pourrir la vie, c'est bien lui. Sous ses ordres, Enriquez dégomme la flotte espagnole à Cuba en 1628. Nous sommes en train de parler de l'un des plus gros casses de galions jamais réalisés, le braquage de la baie de Matanza. Piet Hein et Moses Enriquez préparent l'attaque de la flotte des Indes, celle qui sert au transport des biens de l'Empire. Le plan était parfait jusqu'à ce qu'un marin hollandais perde son chemin sur l'île de Blanquille, se fasse capturé par les Espagnols et avoue tout. La flotte au Venezuela est alertée, mais pas celle du Mexique. Et c'est elle qui va s'en prendre plein la figure. Le bilan est lourd pour l'Espagne. Après quelques coups de mousquet sans effusion de sang, 16 navires, 5 galions, 11 petits bateaux sont pris. Le montant s'élève à peu près à 1 million de dollars et pour rajouter à l'humiliation, les Hollandais fournissent suffisamment de vivres à l'équipage espagnol pour leur permettre de rentrer à la Havane à pied. L'Inquisition fait de Moses Enriquez l'homme à abattre. Enfin, ça ne va pas l'empêcher de dormir la nuit. Il part ensuite comme espion dans la colonie portugaise de Pernambuco au Brésil
pour y préparer l'invasion hollandaise de 1630. Il installe une colonie juive, fait venir ainsi le premier rabbin du Nouveau Monde, mais 24 ans plus tard, les Portugais récupèrent le territoire et les obligent tous à fuir. Par manque de moyens, le voici obligé de devenir pirate sous les ordres d'Henry Morgan. Heureusement, la collaboration va très bien se passer. Enriquez aura de quoi s'offrir une île pour ses vieux jours, le rêve. Bon, c'est décidé, hein. Moi je rejoins la Navy pour assurer ma retraite.